Le syndrome d'apnée du sommeil, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un rétrécissement à ce niveau-là, parce que la nuit, on a un relâchement musculaire qui est relativement important, économie d'énergie, hein, donc on relâche les muscles. Ça entraîne une circulation d'air complètement arrêtée ou difficile, et ça peut se produire des centaines de fois par heure. Alors pourquoi on reprend la respiration? Parce que l'organisme est quand même bien fait. Quand on s'arrête de respirer, ça entraîne des efforts respiratoires, une baisse du taux d'oxygène dans le sang, et le cerveau réagit à ça en se micro-éveillant. Et le tonus musculaire reprend, et la respiration également. On peut faire ça des centaines de fois par nuit. Donc le fait de faire de l'apnée, ça entraîne des micro-éveils tellement fréquents que le sommeil ne peut pas s'approfondir. Donc on fait beaucoup d'éveils, bien sûr, et puis après, il y a énormément de sommeil léger, et très peu de sommeil profond, et de sommeil paradoxal, qui sont les stades de sommeil les plus réparateurs. Donc, une mauvaise qualité de sommeil, pas en forme la journée. Tout ça pour vous dire que l'important pour la thérapeutique, c'est de mettre en évidence ce qu'on appelle un index apnée-hypopnée. C'est le nombre d'événements respiratoires par heure. Voilà, globalement, on dit que de 0 à 5, il n'y a pas de syndrome d'apnée du sommeil. De 5 à 15 par heure, c'est léger, chez l'adulte. Hein. De 15 à 30 par heure, c'est modéré. Et supérieur à 30, c'est sévère. Et en France, actuellement, ce qui est recommandé, c'est de mettre un traitement pour les gens qui font plus de 15 apnées par heure et qui sont symptomatiques. Alors, pourquoi c'est embêtant de faire de l'apnée? Comme je vous l'ai dit, ça perturbe le sommeil. Et quand on a un sommeil de mauvaise qualité, avec pas beaucoup de sommeil profond, pas beaucoup de sommeil paradoxal, et surtout beaucoup de micro-éveils, qu'est-ce qui se passe? Alors, le premier des symptômes qui a été décrit, c'est la somnolence. Et la somnolence au quotidien, c'est invalidant hein, pour faire ses affaires dans la vie de tous les jours. Et aussi, ça peut entraîner des accidents. Puisque quand on est somnolent, on est moins réactif. Ça multiplie le risque d'accident de 2 à 7, aussi bien les accidents de la voie publique que les accidents du travail. Il faut savoir que les conducteurs professionnels, hein, par exemple ceux qui ont un permis poids lourd, sont soumis à l'observance stricte du traitement et une vérification de l'absence de somnolence d'ailleurs, avec des tests que l'on fait en laboratoire de sommeil. Voilà, quand vous êtes somnolent, moins réactif, la distance de freinage s'allonge beaucoup, comme vous pouvez le voir. On peut aussi avoir des maux de tête, matinaux, c'est caractéristique. Hein. Une fatigue, on peut distinguer la somnolence de la fatigue. Irritabilité, être déprimé. On peut aussi avoir des troubles de concentration, des troubles de la mémoire. Ça, c'est pour les symptômes diurnes. Pour les symptômes nocturnes, les ronflements, c'est un signe d'alerte assez important puisqu'il est présent dans 80% des cas. Un sommeil agité, des réveils avec sensation d'étouffement. Les gens disent parfois qu'ils ont l'impression de se noyer, ou ils se réveillent en sueur avec des palpitations, puisque vous avez aussi les sueurs hein, qui sont plus fréquentes dans le syndrome d'apnée du sommeil. Alors, la nicturie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se lever pour aller aux toilettes plusieurs fois par nuit, de 2 à 3 fois au moins. Et en quoi c'est caractéristique? En quoi on différencie ça, par exemple, d'un problème de prostate chez les hommes? C'est que ce sont des mictions qui sont importantes. En général, sur les problèmes de prostate, les mictions sont faibles. Là, ce sont des vraies mictions, 2 à 3 fois par nuit, conséquentes. Et il y a également des troubles de la libido, dont on parle moins, mais qui existent. Alors, on va aborder un autre versant des conséquences du syndrome d'apnée du sommeil, qui sont la survenue de pathologies, et en particulier les pathologies cardiovasculaires. Parce que je pense que vous vous souvenez de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand on fait une apnée, on a une baisse de la saturation en oxygène, problème d'oxygénation du cœur, donc alors ça permet de se micro-éveiller, mais ça a quand même des conséquences. Ça entraîne un problème d'oxygénation cardiaque. Les micro-éveils
Ça augmente le rythme cardiaque et la tension artérielle, ce qui favorise également les pathologies cardiovasculaires. Et le fait d'avoir de la lutte au niveau thoraco-abdominal, ça entraîne de l'inflammation et de l'épaississement des vaisseaux. Globalement, par rapport à toutes les pathologies cardiovasculaires, si on prend les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire si on part des pathologies cardiovasculaires, chez les gens qui ont une hypertension artérielle résistante, on sait qu'il y a 83% des gens qui font de l'apnée. On n'est plus sur 15% de tout à l'heure, 5 à 15%. C'est beaucoup plus important. Insuffisance cardiaque, 51%. Fibrillation auriculaire, 62%. Hypertension pas sévère, 37%. Problème d'infarctus, maladie coronarienne, 30%. Diabète, mais je vais vous en parler un peu après, 53%. Et accident vasculaire cérébral, 60%. Donc, ce sont vraiment, le syndrome d'apnée du sommeil est vraiment un facteur de risque important des pathologies cardiovasculaires. Donc quand il n'y a pas de syndrome d'apnée diagnostiqué chez ces gens-là, au moment où la pathologie survient, il faut se poser la question du syndrome d'apnée du sommeil. Les cardiologues font ce qu'on appelle des MAPA, prise de tension sur 24 heures. Et ce qui est très évocateur de syndrome d'apnée du sommeil, avant que ce soit sévère, c'est que habituellement la tension artérielle, elle chute la nuit. Dans le syndrome d'apnée du sommeil, elle ne chute pas, elle reste comme la journée. Alors le diabète, quand on regarde les gens qui ont du diabète et les gens qui ont de l'apnée, on a dans la population de gens qui font de l'apnée 14,7% de diabétiques. S'il n'y a pas de syndrome d'apnée du sommeil, 2,8%. Alors bien sûr, le poids est un facteur qui favorise l'apnée, qui favorise le diabète, donc c'est un peu confondant. Mais les études statistiques, que je ne vous détaillerai pas, ont montré que quand même, c'était un facteur de risque à lui seul du diabète. Quelque chose d'important aussi, c'est que le syndrome d'apnée du sommeil, ça favorise la prise de poids. Pourquoi ? Parce que faire de l'apnée, ça donne faim en fait. Quand on fait de l'apnée, on a une diminution de sécrétion de l'hormone de la satiété et une augmentation de la gréline qui est l'hormone de la faim. Donc faire de l'apnée, ça donne faim. Donc on mange plus, donc on prend du poids. Alors on va parler des causes maintenant, des facteurs favorisants donc du syndrome d'apnée du sommeil. Alors il y a bien sûr le surpoids qui est bien connu. Dans la population générale, il y a 2 à 5% de ça c'était les statistiques que l'on avait. Quand on prend des patients en surpoids important, on est à 20 à 50%. Les chiffres sont tout à fait différents. On considère qu'une prise de poids de 10% entraîne en moyenne une augmentation de 32% de l'index d'apnée-hypopnée. Quand on prend du poids, ce qui se passe essentiellement, c'est qu'on a un épaississement des tissus au niveau du cou, parce qu'il y a de la graisse à ce niveau-là aussi. Donc le tuyau est plus étroit, donc ça favorise les apnées. Et l'obésité, le surpoids, c'est quelque chose qui s'aggrave en France, comme dans les autres pays. En 1997, on était à 8,5%. Aujourd'hui, on est à 15%. Donc, évidemment, un retentissement, plus d'apnée du sommeil. Finalement, quand on prend de l'âge, on fait plus d'apnée. Les tissus sont moins toniques, et puis il y a aussi le phénomène de prise de poids qui, globalement, s'aggrave avec l'âge. Alors, il y a plus d'hommes que de femmes qui présentent un syndrome d'apnée du sommeil avant la ménopause, parce que la femme est protégée par ses hormones. Après la ménopause, on arrive à des choses un petit peu plus équivalentes. Alors, ensuite, on a quelque chose de très important qui fait que chez les gens qui ont l'apnée du sommeil, on n'a pas que des gens en surpoids. C'est que la taille des voies aériennes supérieures dépend beaucoup de la position de la mâchoire, de la langue, du palais. Par exemple, quand vous avez quelqu'un avec ce profil-là, le menton en arrière, comme vous voyez ici,
on a fatalement moins de place au niveau des voies aériennes supérieures. Donc, c'est favorisant du syndrome d'apnée. Alors, ça peut être génétique, évidemment, c'est-à-dire qu'on ressemble à ses parents, ses frères et sœurs. S'il y a quelque chose anatomiquement, génétiquement déterminé, on peut le retrouver avec des familles dans lesquelles, même quand il n'y a pas de surpoids, on trouve plus de syndrome d'apnée du sommeil, mais on s'est aperçu qu'il y a aussi un problème de croissance de la face. Parce que le fait d'avoir chez les enfants une obstruction nasale chronique, avec des rhinopharyngites, des allergies, des hypertrophies, des végétations, ce sont des enfants qui vont avoir la bouche ouverte en permanence. Le fait d'avoir la bouche ouverte en permanence, ça entraîne une anomalie du tonus de la face, de la position de la langue, et la mâchoire, au lieu de grandir en largeur, elle va grandir vers le bas, avec un palais étroit et ogival. Et ça va favoriser le rétrognatisme, le menton en arrière dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça va favoriser, chez l'enfant, mais aussi à l'âge adulte, le syndrome d'apnée du sommeil qui va se pérenniser. Donc, globalement, tout ce qui favorise le syndrome d'apnée du sommeil et qui se situe à ce niveau-là, c'est le surpoids avec l'infiltration de graisse au niveau des voies aériennes, les anomalies de la mâchoire, une langue un peu volumineuse, le fait d'avoir des inflammations des voies nasales pour les enfants et l'hypertrophie amygdalienne. Alors, en ce qui concerne l'alcool et les somnifères, les deux favorisent l'endormissement. C'est pour ça qu'on pense qu'avec un somnifère, finalement, on ne va pas tourner dans le lit pendant plus d'une demi-heure et que ça va être facile, on s'endort, d'accord. Mais le problème, c'est que ça majore la relaxation musculaire, et je vous ai expliqué au début que la relaxation des muscles au niveau de la gorge, après ça tombe en arrière et ça favorise les apnées. L'alcool et les somnifères posent aussi un problème parce qu'ils favorisent la prise de poids, et également parce qu'ils modifient le sommeil en diminuant beaucoup, notamment le sommeil profond. Et donc le sommeil va être moins réparateur. Donc ça a l'air bien comme ça, enfin en tout cas pour les somnifères, mais pas tant que ça finalement. Pour le tabac, c'est un peu différent. Ça favorise les apnées parce que ça augmente l'inflammation au niveau des voies aériennes supérieures. Et également, le fait d'inhaler de la nicotine, ça favorise l'éveil. Donc on dort moins bien, on est un peu plus en dette de sommeil.